Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Leboeuf, je suis responsable du développement des pratiques au regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage. Bienvenue à ce dernier bloc, cette dernière conférence de la journée qui s'intitule, que vous avez choisi d'ailleurs, et qui s'intitule « L'éducation en plein air au cœur de l'apprentissage, de la santé et du bien-être ». Comme on commence à avoir un petit peu l'habitude du fonctionnement, donc les 15 dernières minutes seront consacrées à vos questions, que vous soyez en ligne ou dans la salle. Nos trois conférenciers sont prêts. Monsieur Jean-Philippe Ayotte, professeur au département d'enseignement au préscolaire et au primaire de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche sur l'éducation en plein air et directeur du centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences. Bonjour. Marie-Claude Vanier, au bout, qui est conseillère en promotion de la santé et en prévention en contexte scolaire au CIUS de Laval. Et Amélie Poitras-Larivière, au centre, conseillère pédagogique en environnement au centre de services scolaires de Laval depuis 14 ans. Alors à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette dernière présentation-là. Je suis aussi extrêmement content que cette présentation-là se fasse avec Marie-Claude et avec Amélie parce que aujourd'hui, on va vous parler d'éducation en plein air. Comment est-ce que ça peut contribuer évidemment à l'apprentissage, à la santé et au bien-être. Mais on va vous présenter autant des éléments peut-être du point de vue théorique, des exemples aussi de ce qui peut se faire, mais vraiment, on va aller dans le très concret avec ce qui se fait au Centre de services scolaires de Laval. Donc, je pense qu'on est beaucoup là dans, oui, de la théorie, mais aussi là, du concret pratique. Donc, j'espère que vous allez apprécier là, notre présentation. Mais de toute façon, sans plus tarder, allons-y dès maintenant. Donc, je vais faire une présentation en premier lieu un peu plus sur l'éducation en plein air. Qu'est-ce qu'on entend par éducation en plein air? Quels sont les bienfaits documentés? Parce qu'on en entend beaucoup parler depuis la pandémie, justement. Là, il y en avait beaucoup qui se faisaient dans les écoles avant, mais vraiment, ça a augmenté au niveau des pratiques. On l'a documenté dans une enquête qu'on a menée avec des chercheurs à l'Université de Sherbrooke. Et on parlera aussi des solutions aux défis, parce qu'on entend souvent des gens, quand il y a des pratiques qui sont peut-être moins connues puis qui prennent un petit peu plus de place en émergence, on entend beaucoup parler des défis, mais des solutions aux défis en existent beaucoup. Alors, on va vous en présenter quelques-uns et finalement, je vais compléter avec des idées d'activités par matière pour illustrer un petit peu, puis par la suite, je vais passer la parole à mes deux amies conférencières. Donc, l'éducation en plein air, qu'est-ce que c'est? On entend éducation en plein air, puis on peut imaginer plein de choses. Je vous dirais que c'est un terme parapluie qui peut englober vraiment beaucoup de choses. Alors, on peut peut-être entendre parler parfois de l'apprentissage par la nature, donc où on va peut-être être plus en forêt ou en boisé, dans des milieux là, vraiment où il va y avoir de la nature. Mais l'éducation en plein air, c'est pas juste être en contact avec la nature. Vous avez peut-être entendu parler aussi de classes extérieures. Il y a de plus en plus de projets dans les écoles de classes extérieures et aussi de réaménagement de cours d'école. Donc, la classe extérieure, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais je pense que c'est intéressant de repenser aussi plus globalement l'aménagement des cours d'école qui sont beaucoup utilisés là, en plein air. Parce que quand on va dehors, on ne va pas juste reproduire ce qu'on fait en classe dehors, sinon autant mieux rester à l'intérieur. Donc, les classes extérieures, on peut l'appeler comme ça, mais il ne faut pas que ça se limite, je pense, juste à de la reproduction là, de ce qu'on fait en classe, sinon il n'y a pas de plus-value. Sinon, on entend parler d'école en forêt, d'apprentissage expérientiel aussi. Le plein air, ça nous permet vraiment d'être dans le concret d'abord et avant tout. Et l'éducation relative à l'environnement, ça peut en faire partie. Donc, il y a vraiment plein de choses, mais si on y va de façon peut-être plus simple, quand on parle d'éducation en plein air, il ne s'agit pas pendant une période récompense d'aller avec ses élèves dehors strictement. Allons-y avec une définition. Donc, c'est des situations d'enseignement qui se réalisent en plein air et dont l'objectif principal est de faire réaliser des apprentissages. Et c'est là toute l'importance, je pense, de la définition en fonction d'intentions préalablement définies. Donc, quand on va en plein air, ce n'est pas juste dire « je vais aller dehors pour aller dehors », mais on a des intentions. Ça peut être des intentions d'apprentissage au niveau du climat du groupe. Je veux travailler peut-être la collaboration avec mes élèves,
vous pouvez décider comme vous voulez, mais c'est important quand même qu'il y ait des intentions préalablement définies pour qu'on le considère comme de l'éducation et non pas juste des activités en plein air. Quelques mythes qu'on entend souvent sur l'éducation en plein air. Bon, souvent, on pense que les jeunes doivent être en classe pour apprendre, et même les jeunes ont l'impression qu'ils doivent être en classe pour apprendre. Quand on est assis, comme vous êtes en train de faire là, qu'on écoute, puis qu'on n'interagit pas, puis que quelqu'un parle, c'est là qu'on apprend. Sinon, on n'apprend pas. C'est souvent ce que les jeunes ont comme conception, même quand on les questionne. Quand des jeunes vont en plein air faire des activités où ils font des apprentissages contextualisés, marquants, qui vont leur rester, bien, ils vont avoir l'impression qu'ils ont vécu quelque chose dehors, mais ils n'ont pas nécessairement travaillé. Donc, vu que ce n'est pas plate, on n'apprend pas. C'est souvent ce que les jeunes vont faire là, comme adéquation. Or, ça peut être vraiment autre chose. On a le droit d'avoir du plaisir en apprenant, mais il faut l'expliciter aux jeunes quand même qu'on est en train d'apprendre pour pas qu'ils arrivent à la maison et qu'ils disent « Ouais, aujourd'hui, on a juste été jouer dehors. » Donc, c'est important de le mentionner. Si mon gars me le fait, mais je savais que c'est pas ça. Les situations pédagogiques aussi doivent absolument être en lien avec l'environnement ou la nature. On a souvent cette idée-là. C'est certain que dehors, moi, je suis un enseignant de sciences au secondaire à la base. Si on veut étudier les sciences de la nature, bien, la nature, les phénomènes naturels, ils sont partout. Je peux être juste ici en train de vous parler de physique, puis mon micro, il y a la gravité. Mais si je vais étudier, par exemple, les écosystèmes, peut-être qu'on forme un écosystème ici, là, éducatif, là, mais si on parle d'un écosystème vraiment proprement parler, bien, ça va être plus en plein air. Donc, il y a plein de choses à voir. Mais il y a des disciplines, on peut voir vraiment toutes les disciplines. On va en voir avec les exemples. En mathématiques, il y a plein de concepts qu'on peut faire, juste les formes, les figures. On peut aller faire du dénombrement, des statistiques en plein air. Je vais vous montrer des exemples un peu plus tard. Ensuite, la gestion de groupe sera plus difficile. Ça, c'est une idée qui est très fortement ancrée là, dans les gens qui n'ont pas l'habitude. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que les jeunes qui vont déranger un petit peu plus en classe, je ne parle pas du cas extrême, là, il y en a souvent, oui, des cas extrêmes, là, mais oubliez ce cas-là, mais la grande majorité des jeunes qu'on va qualifier parfois comme plus dérangeants, souvent, ce qu'ils ont besoin, c'est de mobiliser leur énergie physique. Et quand ils sont en plein air, bien, ils sont en train de mobiliser leur énergie physique et ils dérangent moins. Au contraire, ils se mobilisent souvent, puis ils vont même devenir des leaders, des personnes leaders positives. Donc, il faut vraiment se défaire là, de nos a priori de gestion de groupe, l'essayer pour voir qu'est-ce qui se passe. Et bon, si vous attendez que les conditions météorologiques soient parfaites au Québec, vous allez toujours rester presque renfermé. Donc, bon, il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvaises manières de s'habiller. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un travail à faire autour de ça, mais il ne faut pas attendre là, qu'on n'est pas la Floride, on n'est pas dans un climat tempéré, on est au Québec. Donc, je vais vous parler un peu des bienfaits documentés dans les prochaines diapositives, juste pour voir pourquoi on s'intéresserait au plein air. Mais je pense que tout de suite, d'emblée, je vous donne la conclusion, le message final, d'accord? Donc, l'éducation en plein air, c'est pas juste aller dehors. L'éducation en plein air, si vous l'avez expérimenté un petit peu ou si vous voulez l'expérimenter, c'est d'abord et avant tout un changement de paradigme. Pourquoi? Parce que souvent, on se dit, on va utiliser des approches centrées sur l'élève. Là, on va poser des questions aux élèves. Que pensez-vous de? Puis là, on recommence à enseigner. Je caricature encore une fois. Puis là, on se dit, j'ai considéré les élèves dans ce que je leur ai fait vivre. Donc, quand on est en plein air, là, on n'a pas le choix d'être centré sur les élèves parce qu'ils ne sont pas dans la classe. On ne peut pas contrôler tous les paramètres et il faut les engager. Puis souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'ils vont être plus physiquement actifs. Donc, tout ça, ce sont des nouveaux paramètres à découvrir quand vous enseignez, quand on enseigne. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Bien, parce qu'il y a vraiment des bénéfices qui en valent la peine et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes. Donc, je vais vous parler de 4 grandes catégories là, de bienfaits qui sont documentés. D'abord et avant tout, au niveau cognitif, peut-être que c'est celui qui est le plus en lien avec l'apprentissage ici, mais ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est que même un court contact avec la nature, ça peut avoir des effets positifs sur les apprentissages et également sur l'attention. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais dans une recension des écrits qu'on vient de compléter, là, puis un article scientifique qu'on va publier, on se rend compte, dans le fond, que probablement que ce qui se passe, c'est que tout simplement, le corps est fait pour être
le corps humain est fait pour être dans un environnement naturel, alors qu'on est toujours dans des environnements bâtis dans notre travail comme on l'est en ce moment. On n'est pas dans un environnement naturel, mais notre corps est tout simplement physiquement prédisposé à être plus serein dans un milieu naturel parce que on est en état de vigilance un peu plus quand on est dans un environnement comme celui-ci. Donc, un co-contact avec la nature, il y aurait plein de choses à dire, mais notamment au niveau de l'attention, c'est une des raisons qui pourrait l'expliquer. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'apprentissage au contact de la nature, vraiment, ça peut améliorer la rétention des apprentissages. On se dit, bien, qu'est-ce qui se passerait peut-être qui serait différent? Bien, ce qu'on voit beaucoup, là, c'est que les élèves, ils vont pouvoir plus facilement transférer les apprentissages quand ils sont dans des contextes concrets de la vie quotidienne. Souvent, on va faire apprendre aux jeunes des choses dans un contexte académique, et puis on les prépare aux examens, et on va leur parler de peut-être de situations de la vraie vie. Mais l'objectif de l'école, c'est quand même de préparer les jeunes à la vraie vie, mais dans le concret, ce sont les examens, le contexte académique qui est la sanction. Donc, on focus beaucoup là-dessus. Et parfois, bien, par manque de temps, on oublie de faire des liens qui sont véritablement concrets, pas juste une mise en situation. Et ce qu'on voit aussi dans la recherche, c'est que les élèves, si on ne leur apprend pas à mobiliser leurs connaissances dans différents contextes, ils vont être bons pour utiliser leurs connaissances dans le contexte d'apprentissage, qui est l'académique, et pas dans le contexte de la vie quotidienne. Donc, c'est ce qui fait que souvent, bien, les jeunes arrivent en dehors de l'école, ils ne vont pas penser à mobiliser certaines connaissances qu'ils ont acquises, ils ne seront pas capables de les transférer parce que transférer ces apprentissages d'un contexte à l'autre, ça fait partie des apprentissages qu'on doit faire à l'école. Et le plein air, évidemment, là, offre beaucoup de lieux qui permettent ce type de transfert-là. Du point de vue physique, je suis un enseignant de sciences de formation, comme je vous le disais. Donc, ce qui m'intéresse, mon domaine de spécialisation, c'est l'apprentissage. Mais je vous le dis, c'est vraiment fascinant quand on lit sur le plein air tout ce qu'il y a comme bénéfices, comme éventail. Et ce n'est pas juste dans le domaine de l'éducation, on l'étudie dans le domaine aussi de la santé, de la psychologie. Il y a beaucoup de recherches qui se font. Au niveau de l'activité physique, bien, ce qu'on voit, c'est qu'en plein air, généralement, les élèves vont diminuer leur comportement sédentaire et augmenter l'activité physique légère. Donc, c'est très rare que les jeunes vont être en position sédentaire dehors. Et on a un rapport qu'on a publié sur le site de la chaire de recherche sur l'éducation en plein air. Et ce qu'on a constaté, si je donne pour exemple les enseignants au primaire, qui ne sont pas des personnes enseignantes en éducation physique et à la santé, quand ces personnes-là sont à l'intérieur avec leurs élèves, dans 90 % des cas, on nous dit que les élèves sont majoritairement en position sédentaire. Et quand ces mêmes personnes répondantes-là font des activités en plein air, elles nous disent que dans 90 % des cas, les élèves ne sont pas en position sédentaire. Donc ça, au niveau de la santé, juste là, c'est majeur parce que même quand on va faire des apprentissages disciplinaires pour des matières, bien, au niveau physique, quand on est en plein air, généralement, il y a un gain tout simplement parce qu'on n'est pas en position sédentaire. Donc, souvent, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un peu plus d'activité physique. Évidemment, on ne fait pas de l'activité physique modérée ou intense pendant qu'on est en train de faire des apprentissages, là, parce que là, le focus va être sur autre chose. Puis ce qu'on voit aussi, puis je vous le dis comme ça, j'aime ça donner cet exemple-là pour voir juste la diversité là, des bienfaits, mais le contact avec la nature, bien, on le voit dans des recherches en santé, clairement. Ça diminue la pression sanguine, ça diminue aussi les risques associés à la myopie dans le colloque d'aujourd'hui, dans le symposium d'aujourd'hui. On en a parlé sous toutes ses formes, mais les écrans, évidemment, les jeunes sont souvent collés aux écrans. Et si vous enseignez les sciences, bien, vous savez que l'œil, c'est un muscle. Donc, un muscle, il faut le pratiquer. Puis si on regarde trop souvent de proche, on ne se pratique pas à regarder de loin. On sait aussi que le soleil a des effets, les rayons du soleil ont des effets bénéfiques justement de prévention pour la myopie. Fait que c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment plein de bénéfices au plein air qui sont de tout ordre. Et sûrement que si vous allez prendre une marche en nature, bien, vous reconnaissez peut-être déjà là dans certains des éléments qu'on nomme là. Au niveau de la dimension psychologique, maintenant, l'apprentissage au contact de la nature, bien, ce qu'on voit aussi, c'est que ça réduit les symptômes liés à l'anxiété. Donc, évidemment, il faut avoir quand même une certaine récurrence. Généralement, on parle de, puis là, je vous le dis, c'est aussi pour les adultes, donc prenez-le pour vous aussi si vous le souhaitez, mais généralement, autour d'à peu près 2 heures par semaine, déjà là, on commence à avoir des effets en contact avec la nature là, pendant 2 heures.
Ce qu'on voit aussi dans les recherches, c'est que ça augmente le bien-être de façon générale et pas juste pour les élèves, pour les personnes enseignantes aussi. Ça arrive souvent des gens qui sortent depuis 5-10 ans. Peut-être que vous en avez dans votre centre de service scolaire. Puis souvent, ces gens-là, parfois, qui n'enseignaient pas en plein air au début, en fait, personne n'enseigne en plein air au début. On commence toutes et tous une fois. Mais les gens qui le font depuis souvent vont me dire, moi, si on me disait que je ne peux plus sortir, je ne sais pas ce que je ferais, mais ça fait partie de mes habitudes. J'en ai besoin maintenant. Donc, au niveau là, du corps enseignant aussi, on le voit beaucoup. Et bon, on voit d'autres variables comme le sentiment d'efficacité personnelle, l'estime de soi qui sont rencontrées dans la littérature. Je n'irai pas tout en détail, là, mais quand même, là, je voulais vous mentionner ces choses-là. Et dernière dimension, ce qu'on voit généralement aussi, c'est qu'en plein air, on va vivre des situations qui sont moins planifiées, qui ne seront pas dans le même contexte formel où je lève ma main pour prendre la parole. Si je lève ma main, c'est important, tout le monde m'écoute. Et ça va vraiment changer les dynamiques sociales. Et ce qu'on va voir, c'est que justement, les relations sociales vont se développer autrement. On entend souvent des gens qui vont dire, moi, c'est bizarre parce que les élèves qui sont ensemble à l'intérieur, les configurations ne seront pas exactement les mêmes en plein air. Étrangement, ça revient de la même manière parfois là, quand les gens reviennent à l'intérieur, mais vraiment, ça brasse les cartes et ça offre aussi des opportunités supplémentaires de collaboration. Donc, je vous parlais tantôt des jeunes parfois qui ont besoin de mobiliser plus d'énergie, qui vont déranger en classe. Dehors, parfois, on va vivre une situation où on a un enjeu collectif, puis là, ça demande une force un peu plus ou de réfléchir autrement. On n'est pas dans le tout planifié. Puis là, il y a un jeune, justement, qui va plus être valorisé dans ça. Dans ce temps-là, ça va donner d'autres occasions, justement, là, de créer des collaborations autrement qui ne surviendraient pas nécessairement en classe. On pourrait en parler sous plein d'angles, mais il y a beaucoup de recherches aussi qui s'intéressent à l'équité, comment ça peut contribuer à l'équité sous toutes ses formes, si on est dans un milieu où les parents ne peuvent pas ou n'ont pas l'habitude de sortir avec les élèves. Donc, déjà là, on offre des chances aux plus jeunes aussi. Donc, il y a plein d'angles qu'on pourrait aborder avec l'équité, mais ça vous donne un petit peu un aperçu des différents bénéfices qu'on peut voir au niveau de l'éducation en plein air là, dans la littérature scientifique. Comme ça, au moins, vous pourrez savoir quoi dire là, si on se demande pourquoi est-ce qu'on ferait l'éducation en plein air. Je prends un petit moment pour m'arrêter. Juste avant d'aller plus loin, à main levée, là, je sais que vous êtes un public très diversifié en ligne et à la maison. Je vais poser la question là, à main levée aux personnes qui sont dans la salle, mais sur une échelle, admettons, de 0, 1, 2 et 3, 0 étant, moi, dans ma fonction, soit de direction, je n'ai pas été en contact du tout d'enseignant. Donc, 0, c'est l'éducation en plein air. Je n'ai aucune idée là, comment ça se concrétise. 1, oui, des fois. 2, moyennement. Puis 3, moi, ça fait partie de mes pratiques. Donc, je vais vous demander ceux qui sont à 0, 1, 2 ou 3. Donc, qui est à 0? 1. Ah, quand même. 2. Et 3. Ah oui, OK. Donc, on a vraiment là, été chercher là, les gens. On n'est pas des gens qui veulent voir de quoi ça a l'air. Donc, ce que je vois, c'est que vous avez quand même des habitudes déjà. Super. Peut-être c'est la même chose là en ligne, là, mais génial. Ah, puis je vois qu'il y a quelqu'un qui nous écoute de dehors en même temps. Donc, bonjour Ariane Giguère. Alors, par où commencer? Je vais y aller peut-être rapidement. Mais si vous avez déjà une certaine expérience, mais quand même mentionner des éléments qui sont importants. Je pense que c'est important, peut-être vous êtes déjà juste seul dans votre école. Il y a beaucoup de gens qui sont à différents niveaux de développement, qui veulent qu'il y ait plus de pratiques en plein air dans leur milieu. Mais une chose importante, je pense, c'est de vraiment identifier les différentes parties prenantes quand on veut commencer à faire de l'éducation en plein air. Puis là, je vous regarde, je n'ai même pas marqué les personnes conseillères pédagogiques, les personnes... aussi prévention, promotion de la santé. Donc, évidemment, la direction, ça peut être une personne alliée dans l'équipe. Avant la pandémie, je vous dirais qu'on entendait beaucoup de témoignages de résistance. Je vous dirais que depuis la pandémie, là, ça a quand même changé cette perception-là. On l'a vu dans nos données d'enquête aussi. Parfois, ça vient des autres personnes enseignantes aussi, la résistance, parce qu'ils ont peur qu'on leur demande de bousculer leurs pratiques. Aussi. Donc, c'est important aussi de se parler puis de démystifier peut-être là, un peu ce qu'on fait. Les élèves également. Donc, quand je vous disais, les élèves n'ont pas l'impression parfois d'apprendre en plein air.
c'est important de leur faire comprendre quels sont les apprentissages, puis c'est quoi l'apprentissage là-dedans, parce qu'on n'a pas envie qu'ils aient raconté à tout le monde qu'ils n'ont pas appris, puis qu'on envoie une image négative. Si c'est des pratiques qui existent dans l'école, qui sont largement répandues, ça va, mais quand il y a une ou deux classes, puis que les autres les regardent un petit peu de loin, c'est là où ça peut être le plus délicat. Sinon, bien, parfois, si vous refaites une cour d'école, bien, ça peut être le service de garde qui est impliqué. De plus en plus, on parle des liens avec les municipalités. S'il y a des aménagements à proximité des écoles qui sont en train d'être faits, on voit de plus en plus de partenariats où on va impliquer vraiment toutes les personnes, les parties prenantes là, dans ces contextes-là. Mais juste pour vous dire que oui, il y a le plein air, mais on peut le réfléchir plus globalement. Quelles sont les raisons pour faire de l'éducation en plein air? Donc, ce qu'on voit, et je les ai indiqués dans l'ordre de ce qu'on a eu là, au niveau de l'enquête qu'on avait menée là, il y a 2 ans maintenant. Mais la raison principale, c'est connecter les jeunes à la nature. Et ça arrive ex aequo avec la deuxième, qui est utiliser des contextes concrets au service des apprentissages. Donc, dans l'enquête qu'on avait menée, c'était du préscolaire jusqu'au secondaire, mais il y a beaucoup de personnes enseignantes vraiment là, qui se disent « Bien, moi, j'ai envie de connecter les jeunes à la nature ». Et j'en profite pour vous dire, on parle beaucoup de changement climatique de façon négative. Je voyais ce matin dans les nouvelles que le ministre réfléchit à l'inclusion des thématiques sur les changements climatiques à l'école. Je vous dirais, faites attention, parce que nous sommes des adultes, mais les jeunes, souvent au primaire particulièrement, là, ils ne sont pas nécessairement en âge d'absorber toute cette éco-anxiété-là. Ce n'est pas la bonne approche à adopter dans ce qu'on voit dans la recherche. La première étape, là, si on veut que quelqu'un soit vecteur de changement, c'est vraiment d'apprécier, de comprendre et de connaître. Et souvent, bien, si on veut agir, on va être porté à agir par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on aime, mais agir par rapport à quelque chose qui est abstrait, qu'on ne connaît pas, bien, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir ça dans cette perspective-là, de faire vivre des expériences positives. Si on a un boisé à proximité de l'école, puis finalement, on y va pendant toute l'année, puis là, on apprend qu'il y a une consultation publique pour le raser, puis faire des développements mobiliers, par exemple. C'est peut-être plus concret avec les élèves. On ne le fait pas nécessairement dans cette perspective-là, mais c'est peut-être plus concret pour les élèves de se dire « Hey, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut s'impliquer là-dedans? » Que si on est en train de parler de la fonte de la calotte polaire puis des ours polaires qui sont en train d'être menacés dans leur habitat, bien, c'est super triste, mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire avec des jeunes pendant une année scolaire? C'est pas évident. Donc, il faut y aller vraiment avec du concret puis du positif. Ils auront en masse le temps de découvrir tous les problèmes là, qu'il peut y avoir. Ensuite, bien, le deuxième, là, j'insiste vraiment plus sur ces deux-là, mais utiliser des contextes concrets au service des apprentissages. C'était rassurant qu'on voit ça dans l'enquête, parce que les personnes enseignantes, il y avait aussi, juste pour aller faire une activité pour le plaisir, qui arrive vraiment encore plus bas, mais on voit que les gens, ils vont dehors. Quand les gens vont en plein air, là, ils savent pourquoi ils vont généralement, puis ils sont capables d'expliciter leurs intentions. Puis généralement, de toute façon, c'est pas mal plus confortable de rester dans sa classe que de faire ça. Donc, quand tu y vas, généralement, là, les gens le savent pourquoi. Donc, si vous êtes plus familier, je vais y aller quand même peut-être plus rapidement, mais bon, ça peut être la cour d'école, des parcs, un boisé, les rues dans le quartier, des infrastructures sportives aussi, un plan d'eau. Il y a de plus en plus de classes extérieures. Moi, j'aime parler d'environnement d'apprentissage à l'extérieur qu'on va peut-être réaménager, là, mais qui vont être multifonctionnels. Mais ce qu'on a vu dans l'enquête aussi, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on se dit « Ah oui, mais mon école, moi, c'est pas un bon milieu pour faire de l'éducation en plein air. » Ce qu'on voit, là, c'est que le milieu le plus utilisé, c'est la cour d'école. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire dans une cour d'école. Il faut habiter ce lieu-là autrement et y réfléchir, mais déjà, la cour d'école, c'est le lieu le plus simple et le plus utilisé là, de ce qu'on voit. Alors, je suis encore dans mes temps, c'est bon? Avant 5 minutes. Alors, je vais vous parler un petit peu des solutions aux défis, d'accord? Je vais y aller peut-être là en rafale, mais souvent, quand on parle des défis, donc l'enjeu principal, ce sont les conditions météorologiques. Et je pense que c'est important de transmettre le message aussi qu'il y a beaucoup de solutions aux défis. Donc, un des éléments, je pense, qui est important, bien, c'est communiquer avec les parents.
en amont pour qu'ils préparent les élèves. Il faut aussi apprendre aux élèves à bien s'habiller. Donc, je me rappellerai toujours d'une personne enseignante qu'on a eue en entrevue qui disait le problème avec les élèves au secondaire, c'est qu'en plein mois de janvier, ils sont en coton ouaté, puis au mois de juin, ils sont encore avec le même coton ouaté dehors. Donc je caricature, mais tout ça pour dire qu'il y a un apprentissage vraiment à faire au niveau des élèves. Et il faut aussi juste accepter à être résilient, puis aussi s'habiller en conséquence. Je vais aller rapidement, je n'irai pas sur les témoignages qu'on a eus là, pour pas faire perdre de temps sur la suite. Au niveau de la gestion des élèves aussi, ce qu'on voit comme solution, clarifier les règles en classe, c'est quelque chose d'important. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais on le fait souvent pas assez à l'école, mais établissez les règles à l'extérieur avec les élèves. Vous n'avez pas à tout prendre en charge sur vous. Souvent, quand on discute avec les élèves, donc c'est une solution qui est concertée et ça risque pas mal plus d'avoir des effets parce que les élèves font partie vraiment de la solution. Et après, si on ne suit pas les règles, ce sont des règles qu'on sait communément établies. Déjà ça aide. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on met les élèves physiquement en action dans des activités, ça réduit quand même de façon considérable les enjeux là, liés au comportement. Surtout que aller en plein air, ce n'est pas une obligation. Donc, si ça ne se passe pas bien, on revient de toute façon en classe ou on n'ira pas la prochaine fois. Et finalement, il faut aussi donner le temps aux élèves et au personnel enseignant de s'adapter parce que, comme dans n'importe quoi, on n'est jamais avec de l'expérience dès les premières fois. Il faut se donner le temps. Ça se peut que la première ou deuxième fois, on se plante complètement, mais qu'à la fin de l'année ou après 5-6 sorties, on se dit « Wow, ça ne se passe vraiment pas comme au début ». Un des enjeux aussi qu'on voit souvent, l'organisation matérielle, ça peut être un des enjeux qui est nommé, mais il faut simplement faire avec ce qu'on a en plein air. Donc, mobiliser les ressources qui sont déjà disponibles. Vous faites du dénombrement en mathématiques, vous n'avez pas des petits centicubes, utilisez les roches qui sont déjà là. Donc, il ne faut pas se rattacher à tout ce qu'on connaît déjà en classe. Il faut penser un peu autrement. Donc, il y en a qui vont s'installer un espace de rangement, développer des partenariats. On le voit beaucoup aussi, par exemple, avec l'équipement sportif, une municipalité qui va prêter des skis de fond, etc. Donc, il faut être un peu créatif aussi puis voir comment on peut mobiliser des ressources. Donc, au niveau de l'équipe école aussi, ça, c'est un enjeu qui est quand même important. C'est important de développer un projet d'école, idéalement. Au niveau des directions, aussi de faire confiance au personnel enseignant. Parce que des fois, on est beaucoup dans la gestion des risques. Donc, on veut le risque zéro, donc on va mettre des contraintes. Mais je vous dirais que quelque chose qu'on oublie trop souvent avec les élèves, c'est quel est le risque de ne pas leur apprendre à faire des risques. Et ce risque-là, il est caché et il est beaucoup plus dommageable à long terme que de ne pas permettre aux élèves de prendre de risques dans l'immédiat. Un élève qui n'est pas capable de prendre des risques, c'est dangereux à long terme. Il faut faire une différence entre le danger et le risque. Vous avez la responsabilité de voir au danger, mais la prise de risque, c'est un élément essentiel à l'apprentissage. Je vais y aller rapidement là-dessus. Je vais passer tout de suite aux dernières idées d'activité. Je vais y aller plus rapidement, puis après, je vais céder la parole à mes collègues. Donc, au niveau d'idées d'activité par matière, là, je sais que le public est diversifié. Vous êtes peut-être au primaire, au secondaire, mais on a souvent l'impression que c'est plus en sciences que ça peut se faire, mais je vais en rafale. En art, il y a plein de beaux projets qui peuvent être faits. On voit souvent, évidemment, des projets d'art éphémère, des mandalas, mais on peut faire de la photo avec les élèves. On peut aller voir des œuvres d'art publiques. Si vous regardez au niveau du ministère, je ne sais plus lequel, c'est Culture, mais toutes les œuvres d'art publiques dans toutes les régions du Québec sont répertoriées. Ici, on a un élève, un super chouette projet. On faisait comme des boules de décoration avec des éléments de la nature où on mettait de l'eau avec de la glace dans le fond qu'on accrochait là, dans les arbres. Donc, ça peut être des projets comme ça qu'on peut faire en hiver. En français, on peut parler de nouveaux vocabulaires, on peut faire de l'écriture inspirée dans des milieux en plein air. On peut aussi faire une rédaction en lien avec un projet de recherche, avec un projet dans le milieu. Comme je vous disais, on pourrait, s'il se passe quelque chose dans la communauté, on peut écrire une lettre au maire, aux conseillers. Et finalement, un élément aussi qui est important à mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disaient, dans des milieux allophones ou en francisation, quand on est en plein air, on n'est pas dans le contexte formel classe et les élèves qui n'ont pas le français comme langue maternelle nous parlent plus, on les voit plus s'exprimer parce qu'ils ont moins peur de se tromper pendant le moment formel en classe.
Donc, ça aussi, ça peut être un des éléments, mais dans l'enquête qu'on a fait, on a vraiment découvert plein de raisons là, qu'on n'aurait pas pu imaginer comme ça. En mathématiques aussi, j'en ai parlé un peu, mais les nombres dans le quartier, il y en a plein. Si vous regardez les adresses paires et impaires de chaque côté de bord de la rue, on peut aller voir, allez vous promener là, dans votre coin de rue, vous allez voir des figures et des solides partout, regardez les formes des fenêtres, des maisons, etc. Puis quand je vous parlais des contextes concrets, bien, après, les élèves, ils peuvent plus facilement faire des liens là, dans la vraie vie. On peut calculer des superficies. Ici, justement, les élèves étaient en train de faire un phare avec des contraintes, une porte à placer pendant l'hiver. On peut formuler des questions en statistique, observer, je ne sais pas, la fréquence des voitures à telle heure, puis faire des statistiques à un niveau plus avancé. Je vais y aller plus rapidement sur les sciences techno parce que c'est peut-être plus facile comme idée d'activité. Puis, je vais vous parler en dernier lieu de l'univers social. Donc, il y a plein de choses à faire aussi. La localisation dans l'espace, donc la continuité entre le présent et le passé. Quand vous regardez, il n'y a à peu près pas de milieu, à part si vous êtes dans un nouveau développement où toutes les maisons ou les condos ont été faits dans les 20 dernières années, il y a à peu près toujours des traces de bâtiments ou de quoi que ce soit pour se rattacher à une époque. Donc, si vous êtes dans une municipalité, une église, elle a été construite à quelle époque, comment les gens se déplaçaient à ce moment-là. Donc, parfois, ce sont juste des petits points déclencheurs qui nous permettent de faire des liens. Peut-être qu'on peut aller aux archives de la municipalité, de la localité, avec les élèves, faire de la recherche documentaire. Ensuite, bien, les atouts et contraintes du territoire. Vous êtes sur le bord de l'eau, vous parlez de l'époque de la colonisation. Donc, où pouvaient peut-être s'installer les nouvelles colonies? Pourquoi sur le bord de l'eau? Quel était l'avantage quand on était surélevé au niveau du relief, par exemple? Les noms de rues, c'est fascinant. Il y en a plein des gens qu'on ne connaît pas. C'est qui ces personnes-là? Souvent, on va découvrir des gens en allant voir les noms de rues. Donc, voici plein d'activités en rafale, mais juste pour vous dire qu'il y a vraiment plein de choses là, qu'on peut faire en plein air. J'aurais aimé vous parler un peu de la chaire, mais on verra si jamais. J'aimerais ça vous parler de 2 ou 3 projets à la fin, si jamais on a le temps. Mais avant d'aller là, si jamais il reste le temps, je vais passer la parole à Amélie et Marie-Claude. Moi, ça ne me dérange pas, mais je ne sais plus comment ça fonctionne au niveau de l'organisation. Mais si c'est une possibilité, ça ne me dérangera pas. Là. Merci. Donc, c'est à notre tour maintenant. Là, la présentation est coupée en 2. On avait un chercheur, puis là, maintenant, Marie-Claude et moi, on vient vous parler de notre travail, finalement, de ce qu'on fait à Laval. Donc, on développe un accompagnement sur mesure de pédagogie en plein air à Laval. Elle travaille à la santé publique, moi, au centre de services scolaires. Notre projet, on s'est dit comment on va présenter ça? On va faire un schéma avec tous nos partenaires. Ça ne rentrait pas dans la page. On s'est dit, on va faire un tableau, puis on va faire toute la liste de nos rôles. C'est plate. Donc, finalement, on s'est dit, on va prendre une autre ligne. On va vous raconter notre histoire. Donc, du début, comment les étoiles se sont enlignées pour qu'on collabore ensemble et comment ça nous a conduit à développer notre projet d'accompagnement. Donc, l'histoire commence il y a fort longtemps, en 2016. On était en fait une commission scolaire dans le temps. Je suis conseillère pédagogique en environnement. Donc, je ne vous le cacherai pas, j'ai beaucoup d'activités en lien avec la gestion du recyclage et du compostage. Et je caressais le rêve de sortir de la poubelle. Donc, c'est sûr que la pédagogie en plein air, là, ça me titillait, ça m'intéressait beaucoup. Pour moi, c'est une façon beaucoup plus positive de faire l'éducation relative à l'environnement. Jean-Philippe le disait, hein, on protège ce que l'on aime et on aime ce que l'on connaît. Donc, je convainc mes patrons. Je trouve un enseignant motivé qui veut expérimenter avec moi. Il s'appelle Patrick Bonnard. Ça, c'est ses élèves en 5e année à l'époque. Donc, lui, ce qu'il me demande, Patrick, c'est « je veux des situations d'apprentissage clés en main, bien structurées ». Donc, je fais des recherches, j'en trouve, je développe le matériel pour réussir à vivre ces situations d'apprentissage-là et quelques fois durant l'année, je vais aller animer comme ça dans sa classe différentes situations d'apprentissage avec lui. Ça se passe bien, c'est intéressant, on apprend plein de choses, mais il se passe quelque chose.
il y a des éléments d'imprévu là, qui arrivent de temps en temps. Là. On en a parlé un petit peu au début de la présentation. Des interrogations, mais des fois, ça peut être aussi des éléments de dégoût, de curiosité. Il se passe plein de choses. Et Patrick, qui est vraiment bon, après, quand il retourne en classe avec ses élèves, là, il réinvestit, puis il me renvoie qu'est-ce que les élèves ont développé en lien avec ça. Je vous confirme que Patrick n'utilise pas de situation d'apprentissage clé en main. Maintenant, comment il fait sa pédagogie en plein air, il appelle ça la classe exploratoire. Oui, il y a une intention. Des fois, il y a quelques questions. Il y a même une tâche qu'il a donnée à ses élèves, mais c'est quand même assez ouvert. Donc oui, ça va teinter la façon dont je vais développer mon accompagnement. L'histoire se poursuit. Le colloque Apprendre à ciel ouvert, peut-être qu'il y en a qui le connaissent ici. Donc là, on est en 2020, on a avancé dans le temps. Donc, je me rends au colloque Apprendre à ciel ouvert avec 3 personnes de la santé publique de Laval. Donc, oui, on va assister aux conférences, c'est super stimulant, on a plein d'idées, mais c'est surtout entre les conférences, quand on se met à parler entre nous et qu'on réalise qu'on a le même objectif, les mêmes visées, puis le même public cible. Seigneur, on s'est dit que ce serait donc bien génial de travailler ensemble un projet commun pour favoriser la pédagogie en plein air. Et on est tellement motivés que dans l'auto, au retour, on se construit un plan qu'on va présenter à nos patrons et l'année suivante, le projet d'accompagnement voit le jour. Donc, moi, j'ai la chance de travailler en santé publique, vraiment, et je représente une équipe de 12 conseillers PP. On nous appelle les conseillers PP, conseillers promotion-prévention. Nous sommes à Laval, nous avons des secteurs déjà prédéfinis. On a un nombre d'écoles. La particularité de Laval, c'est que nous sommes des conseillers PP sur le terrain. Donc, je suis dans mes milieux, je connais ma communauté, je connais Mont-Sainte-Rose, mes partenaires et mes enseignants et mes directions d'école. Donc, nous, on accompagne, on aide les directions d'école, les enseignants à réfléchir sur des actions qui sont prometteuses en santé pour favoriser la santé, le bien-être et la réussite éducative des élèves. Donc, c'est sûr que quand on parle de santé bien-être, le spectre est grand, on a une grosse offre de services, mais pour nous, quand le projet pilote est arrivé, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on embarque là-dedans parce que ça vient vraiment... La pédagogie plein air nous permet d'atteindre nos objectifs. Je vous ai mis un peu sur le PowerPoint les grands thèmes qu'on aborde avec les directions d'école, mais on s'entend que pour nous, favoriser les liens famille, école, communauté, c'est gagnant. Faire bouger davantage les élèves, la gestion du stress, travailler l'hyperconnectivité, les corridors actifs, les classes flexibles. Pour nous, tout ça allait de soi. Donc, on a plongé avec le centre de services scolaire de Laval. Il faut noter aussi que sur notre territoire lavallois, on a un centre de services francophone, le centre de services scolaire de Laval, mais on a aussi une commission scolaire, Sir Wilfrid Laurier, et c'est ma collègue Hélène qui s'occupe de déployer ce volet de ce côté. Donc, c'est quand même un avantage parce qu'à Laval, on n'a pas plein de commissions scolaires. On en a juste 2. Donc, c'est un avantage pour nous. Oui, donc le projet prend forme en 21-22 avec les conseillers PP. On lance tout simplement aux membres du personnel un sondage d'intérêt qui veut être accompagné en pédagogie en plein air. 26 écoles primaires lèvent la main, 4 écoles secondaires. Là, je vais passer rapidement sur les données, mais vous voyez que le milieu de la maternelle était très représenté parce qu'on avait déjà développé un projet de pédagogie en plein air avec eux et parce qu'il y avait le nouveau programme aussi qui arrivait. Puis j'attire aussi votre attention sur services de garde ici. Donc, il y a quand même des services de garde aussi qui peuvent faire de la pédagogie en plein air. C'est une porte d'entrée aussi très intéressante. Pour le secondaire, on n'a pas beaucoup de participation. C'est un défi encore aujourd'hui. Si vous demandez maintenant, ça a l'air de quoi les données? Pour le nombre d'écoles accompagnées, ça se ressemble beaucoup. C'est juste qu'il y en a certaines qu'on a arrêté d'accompagner parce qu'ils n'ont plus besoin d'aide, puis il y en a des nouvelles qui se sont rajoutées. Comment on fait ça, cet accompagnement-là? Ça, c'est une bonne question. Mais en gros, on reçoit les demandes. Moi, je les transfère aux conseillers PP. Donc, chacun a un secteur avec leurs écoles. Donc, eux, ils vont prendre la demande, ils vont aller rencontrer les enseignants, puis ils vont leur demander, c'est quoi vos intentions, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos besoins, puis ils vont réfléchir comme ça ensemble. C'est comme ça qu'on accompagne. On se comprend que... C'est facile. Moi, je suis travailleuse sociale de formation. OK? Je ne suis pas pédagogue, et ça, je le dis, mais en fait, je suis une bonne mobilisatrice de milieu, par exemple. Puis, je suis beaucoup à l'écoute des besoins des enseignants, puis je travaille dans le milieu scolaire depuis plus de 20 ans, donc je connais votre réalité. Donc, premier accompagnement à l'école Ville-Mère, en fait, je retentis là devant 6 enseignants très motivés à vouloir déployer la pédagogie plein air. Parmi elles, Édith Durand, qui a une expérience, ma foi, très impressionnante. Et là, je voyais que
j'étais là pour parler de pédagogie plein air, mais je me suis rapidement rendu compte que les 6 devant moi n'étaient pas à la même place, n'avaient pas les mêmes intentions. Certaines avaient des craintes, d'autres avaient plus de force, d'autres avaient vraiment des appréhensions. Donc, je me suis dit, OK, je ne peux pas les voir ensemble. Mon travail, ça va être de les accompagner personnellement pour qu'elles fassent un changement de pratique une à une. On l'a vu tout au long de la journée. Changer les pratiques, c'est long, c'est difficile, ça demande un accompagnement. Donc, on a la chance de pouvoir offrir un accompagnement qui est personnalisé en fonction des besoins de chacune. Et on offre aussi un soutien au niveau des changements de pratique. Puis comme on est dans nos écoles, on connaît nos milieux, mais c'est facile après dans des cadres de porte de voir où elles sont rendues. On se promène, on voit les élèves, c'est tellement enrichissant. Donc, c'est ce qui fait la force, je pense, de notre accompagnement. Puis en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a tellement de façons d'enseigner à l'extérieur. Puis on est tous différents, donc allons-y, chacun à notre couleur, en fait. Fait que c'est ce qu'on fait comme accompagnement personnalisé. Une autre école, donc on poursuit notre histoire, l'école Polyjeunesse, qui est une école secondaire. 2 enseignantes, Émilie Daigle et Lucie Bousquet, qui sont enseignantes en secondaire 1 en sciences. Elles m'avaient contacté un peu avant le développement de notre super projet d'accompagnement en 2019. Elles se questionnaient sur comment enseigner en plein air au secondaire et elles étaient dans un projet de construire une classe extérieure. Donc, elles cherchaient des matériaux, des subventions, etc. Donc, on se rencontre et je leur pose des questions beaucoup sur quelles sont leurs intentions pédagogiques et quelles activités d'apprentissage elles veulent réaliser avec leurs élèves. Alors, finalement, c'est plutôt une classe flexible qu'elles ont déployée. Et maintenant, on continue de les accompagner avec notre projet d'accompagnement de différentes façons. Leur besoin est plutôt en lien avec de développer des situations d'apprentissage. Donc, je collabore avec aussi le CP en sciences de notre centre de services scolaires. Et on mobilise aussi d'autres personnes ressources. Donc, il y a des partenaires à l'externe qui veulent aussi offrir des activités de pédagogie en plein air. Donc, nous, à Laval, il y a le Conseil régional en environnement de Laval qui veut offrir une offre d'activités vraiment en lien avec le programme de formation de l'école secondaire dans les Boisés lavallois. Donc, ils sont en train de travailler avec l'école Polyjeunesse. Ils vont tester ce printemps et on espère après pouvoir offrir cet atelier-là pour toutes nos écoles secondaires. Donc, ça, c'est l'exemple. Mais bref, mon accompagnement, où ce qu'on fait, c'est qu'on aide à la réflexion, je ne sais vraiment pas regarder, sur la réflexion des besoins, donc service conseil. On fait soit du développement pédagogique, mais honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'idées d'activités en ligne. Donc, on fait surtout de la veille pédagogique. Puis, on crée des liens avec différents partenaires. Puis, il y a tellement de ressources en ligne que ce n'est pas simple. Donc, la santé publique et moi, on s'est comme fait un site Internet. C'est avec ça qu'on travaille avec les enseignants. On y dépose des ressources qui sont pertinentes. Donc voilà, donc il y a différentes ressources. Ben oui, tu peux le présenter si tu veux, je l'ai vu apparaître ici. Donc, vous avez le choix avec des avantages, comment s'auto-former, des idées d'activités, nos ressources lavalloises, puis qu'est-ce qui se passe à Laval. Donc, si vous avez le PowerPoint, vous pourrez aller voir. Merci. Es-tu capable de changer la diapo maintenant? C'est Amélie, la techno. Moi, je suis... Je pèse sur le piton. Normalement, ça ne marche pas. OK, on ne projette plus après, on reste dans le PowerPoint. Qu'est-ce qu'on fait? Technique. 1, 2, technique. Stéphane. On est rendu à la diapo 45. Ouais, c'est-tu? Ouais, la 40. OK, vas-y. Voilà. Parfait. Merci. Donc, voilà. Donc, je vous présente Maude Martel, en fait, qui est enseignante au préscolaire. J'ai eu la chance de l'accompagner l'année passée à l'école Aquarelle. L'école Aquarelle était dans un milieu très propice aux apprentissages à plein air, un boisé à proximité. Par contre, comme dans beaucoup de milieux, Maude Martel était pas mal tout seule à sortir dehors avec ses élèves. Donc, j'ai tenté un peu d'aller chercher d'autres personnes qui pourraient sortir avec elle. En plein milieu de l'année, changement de direction d'école, comme ça arrive fréquemment. Donc, un nouveau directeur parachuté du secondaire Retonti comprend pas vraiment trop ce que Maude Martel fait dans le bois. Donc, moi, mon travail, c'était d'appuyer Maude, de lui dire, regarde, Monsieur le directeur, c'est appuyé par la santé publique, le centre de service est derrière, c'est ce qu'on valorise à Laval, et de lui expliquer la plus-value d'aller dehors avec les enfants. Donc, mon travail d'accompagnement était vraiment de légitimer la pratique de Maude, de la faire valoir auprès de l'équipe école, parce qu'elle pouvait avoir parfois aussi des commentaires, comme vous l'avez dit tantôt, un peu désobligeants parfois de d'autres membres de l'équipe école. Là, tu cries, on entend les enfants, il y a de la boîte, qu'est-ce qui se passe?
Puis je trouve ça dommage parce que c'est souvent des personnes qui sont un peu seules, fait qu'elles ont besoin de nous pour appuyer leur pratique. Donc, valoriser ses compétences, la mettre en lumière. Puis Maude, elle a changé d'école, comme ça arrive souvent. Elle s'est retrouvée dans un autre milieu à Laval, secteur Pont-Viaud, où il y a un peu plus de béton, peu d'accès à des milieux naturels intéressants, mais quand même, étant donné que Maude avait fait la pédagogie plein air toute l'année passée de façon vraiment régulière, je crois que maintenant, on ne peut plus enlever la pédagogie plein air de Maude Martel. C'est clair qu'elle a poursuivi, même dans un milieu un peu plus urbain, dans la cour d'école, elle est arrivée à trouver des milieux à proximité dans les parcs. Puis, voilà. Donc, nous, conseillers PP, si Maude Martel reste sur le territoire de Laval, bon, on la suit. OK? On la lâche pas parce que dans son prochain milieu, ils vont avoir encore des résistances, puis ça va être à nous encore de un peu débroussailler le tout et de la soutenir. Donc, suite à cette rencontre avec Maude, ça revenait tout le temps. Les enseignants sont isolés dans leur milieu, puis ils nous disaient, on a besoin de se réseauter, on a besoin de se parler, on a besoin de s'échanger des idées d'activités. Donc, on s'est dit, OK, l'année prochaine, en fait, cette année, on s'est dit, on va faire des activités pour déployer davantage la pédagogie plein air à Laval. Une des activités qu'on a pensé en premier lieu, on vient rejoindre encore la conférence de Jean-Philippe, c'est de mobiliser les directions d'école, parce que sans l'appui des directions d'école, les enseignants se sentent vraiment seuls. Donc, on s'est dit, on va organiser, la santé publique a organisé un déjeuner des directions le 21 octobre dernier pour incluant également tous les partenaires lavallois, bien sûr, et des 2 centres de services. On a essayé d'aller rejoindre tant primaire que secondaire. On s'est dit, qui de mieux que Jean-Philippe Ayotte-Baudet pour venir parler de la pédagogie plein air à nos directions d'école. Ce fut un succès, vraiment. C'est pas toujours facile d'amener des directions d'école pour un déjeuner de matinée, mais quand même, on a réussi à aller en chercher quelques-uns. Pour ce faire, on avait... moi, je l'ai amené à la main, là, mais on avait distribué un apron qui prônait, au fond, les astuces, en fait, pour déployer la pédagogie plein air à l'école. Comment faire pour que ça parte puis que le feu prenne à l'école? Et les directions sont vraiment un moteur de changement à notre avis. Donc, ça a été notre première action qu'on a faite à l'automne dernier. Oui, et donc, pour faire suite au déjeuner des directions, le Centre de services scolaires, lui, a fait un symposium que j'essaie de faire apparaître, mais il va apparaître à un moment donné. Donc, celui-là s'adressait aux enseignants. Donc, le symposium s'appelait « Bouger pour apprendre ». Et il y avait une grande thématique plein air. Donc, il y a 200 enseignants qui y ont participé. J'essaie de changer. Bref, vous pourrez le voir tantôt quand la diapositive apparaîtra. Je ne vais pas en parler de long et à large, mais il y a, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien puis vous allez trouver les ressources du symposium, mais là, on ne les présentera pas en ligne. Et ce qui a ressorti, il y a eu beaucoup de commentaires positifs par rapport qui est venu de la part des enseignants dans l'évaluation du symposium. Puis il y a 2 éléments vraiment forts qui sortaient. Le premier, c'était le temps qu'ils ont eu pour pouvoir réfléchir à leur pratique et comment mettre ça en œuvre dans leur réalité. Et la deuxième, c'était les occasions d'échange et de réseautage, de voir d'autres personnes, un peu comme Maude, qui était peut-être un petit peu tout seul dans son milieu, donc de pouvoir parler avec d'autres enseignants qui ont les mêmes réalités lavalloises. Maintenant, on va à la rencontre de Valérie Picard, une enseignante très inspirante de 2e année de l'école Saint-Gilles. La particularité de Valérie, c'est une femme engagée dans sa communauté. Donc, elle, quand elle sort dehors, elle veut que ses élèves connaissent leur quartier, sachent s'orienter. Elle implique les organismes du milieu et les parents aussi énormément dans ces sorties plein air. Je remarque souvent qu'on manque de bénévoles. Souvent, c'est un frein de sortir, mais impliquer les parents. Tout à l'heure, il y avait une conférence sur les liens famille-école-communauté. Je suis comme, c'est tellement un bon moyen de les amener à l'école, de faire prendre part aux apprentissages des élèves à l'extérieur. Et elle n'a pas de misère à trouver de parents, mais pas du tout. Donc, Valérie aussi, c'est une personne engagée au niveau de l'environnement. Puis elle s'est dit, moi, j'ai comme le goût de créer un jardin à l'école. Je mise aussi que ce n'est pas un jardin scolaire, mais bien un jardin communautaire qu'on a réussi à faire avec elle. Elle était soutenue de plusieurs partenaires, dont nous, le centre de service, mais énormément d'autres personnes. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que son jardin communautaire était en collaboration avec le CPE Brin d'Éveil, situé
juste la porte à côté. Donc, ça favorisait des liens entre le CPE et l'école. Et bien sûr, le CPE prend soin du jardin l'été, ce qui est quand même très stratégique. Et ce qui est arrivé, c'est que les membres de la communauté se sont même investis, ont mis la main à la pâte. Et ce qui fait que maintenant, il y a des personnes âgées qui viennent juste errer, viennent dans le jardin, cueillir. C'est accessible à tous. Les élèves ont vraiment pris part du début à la fin du processus. Donc, c'était vraiment super inspirant. Donc, nous, notre accompagnement, c'était de créer des partenariats, s'assurer qu'ils n'étaient pas tout seuls là-dedans, parce qu'on s'entend que Valérie travaille temps plein. Hein? Je n'avais pas le temps de commencer à faire des redditions de comptes, des demandes de subventions, appeler à gauche, à droite. Donc, ça, c'était moi qui le faisais, avec d'autres personnes, bien entendu, mais j'ai comme créé une équipe autour d'elle pour pouvoir actualiser son projet. École Le Baluchon Ville-Mère, en fait, c'est cet hiver, c'est un bon coup. J'ai 2 enseignantes qui m'écrivent un courriel et me disent en même temps, Marc-Claude, on n'en peut plus passer. on a un terrain de la ville, une grosse butte de neige, on est avec nos élèves, chariots, matériel, il faut faire un énorme détour pour avoir accès au boisé derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, parfait, envoie-moi ça. Moi, j'ai des contacts à la ville. On a un comité intersectoriel qui est là. Donc, je communique avec ma répondante à la ville. Je lui explique la situation. Mais écoutez, 4 jours après, il n'y avait plus de butte de neige. J'étais tellement heureuse d'écrire. J'étais allée prendre des photos. Les filles, c'est beau, ça marche. Parce que j'avais peur qu'il n'y aille plus. Puis j'avais peur que le frein de l'hiver les bloque, puis fasse comme « Oh, ben là, c'est compliqué. Là, on ne sortira plus. » Mais finalement, ça a super bien été. Donc, notre accompagnement, c'est vraiment de centraliser les enjeux. Plus moi, je suis au courant de ce qui se passe dans les écoles, plus je les rapporte à mon comité intersectoriel, je les rapporte à Amélie. Ainsi, on peut agir en amont pour permettre vraiment aux enseignants de se concentrer sur leurs activités d'apprentissage, puis vraiment pas commencer à cogner à droite, à gauche. J'ai une embûche là. Est-ce que c'est un terrain privé? Est-ce que si... Appelle-moi, je vais te permettre de pouvoir, toi, te concentrer sur tes apprentissages. Puis moi, de mon côté, je vais t'ouvrir le chemin. Donc, on est là aussi pour soutenir la pédagogie plein air, bien évidemment, en hiver, ce qui est quand même un frein quand même pour certains encore aujourd'hui, bien que ça offre beaucoup de possibilités. Hein. Wow, Marc-Claude, il me semble qu'on a raconté une belle histoire. Mais là, on s'est mis beaucoup en avant-plan. Bon, peut-être qu'on a on est des intervenants un peu plus... engagés dans cette démarche-là, mais on est loin d'être seuls. Donc, on a quand même essayé de représenter ici tous les différents acteurs qui nous aident dans notre travail au quotidien. Là, je ne prendrai pas le temps de détailler tout leur rôle parce que c'est vraiment trop long. Mais c'est sûr que, bon, la Ville de Laval pour les accès, où il y a, nous, à Laval, Grandir en nature, c'est un peu comme la pédagogie en plein air, mais c'est pour la petite enfance. Donc, on travaille ensemble dans l'espoir fou, un jour, d'avoir un continuum de la petite enfance jusqu'au secondaire dans le développement de la pédagogie en plein air. Là, on a mis nos rôles, mais je pense qu'on ne prendra pas nécessairement le temps de les lire. On les a déjà pas mal dit dans la présentation. Et là, on s'est dit, mais là, Marc-Claude, qu'est-ce qui fait le succès de notre accompagnement? Là, on réfléchissait comme ça. C'est notre complicité. Oui, c'est ça, c'est la complicité, parce qu'on s'entend bien ensemble, on a le goût de travailler ensemble, mais en gros, c'est beaucoup aussi le fait qu'on co-construit. On n'est pas à travailler chacune de notre côté, à travailler un projet. On se rencontre très souvent pour travailler et honnêtement, on le fait aussi très souvent en collaboration très étroite avec les enseignants avec qui on travaille. Donc, c'est ça, je crois, qui fait notre succès. Puis, on en a nommé quelques-uns dans les petites carrés gris, mais en gros, si je les renomme, c'est l'accompagnement individualisé, que le conseiller PP soit présent dans le milieu, ça, c'est vraiment aidant. Que dans notre accompagnement, on ait vraiment une réflexion sur comment soutenir au changement de pratique. Donc, pas juste de nourrir en situation pédagogique, mais d'aller aussi un petit peu plus loin. Et le dernier point, là, que j'ai vu des gens hocher la tête, c'est le centraliser la gestion des enjeux. Parce qu'il y en a toujours, hein, que ce soit l'accès, puis est-ce qu'il y a de l'herbe à puce, est-ce qu'il y a un ratio entre le nombre d'enseignants, d'élèves, est-ce que j'ai le droit d'aller sur le bord de l'eau, même si je ne me baigne pas? Hey, on en a des questions, allez-y, allez. Il y en a plein. Donc, eux, ils ramassent, puis on défriche ensemble. Puis après, plus ça va, puis plus on a des réponses rapides parce qu'on est rendu bonne. Mais bref, c'est ça, c'est vraiment de faire tomber toutes les barrières qu'il pourrait y avoir autour de ces projets-là. Là, j'imagine, vous, dans la salle, vous êtes là parce que vous voulez faire de la pédagogie en plein air, que vous en faites. Donc, peut-être que vous étiez là aussi pour entendre des astuces. Là, je sais que Jean-Philippe, lui, il a sorti des données scientifiques. Moi, c'est plus de, comment on dit ça, du feeling ou de l'impression. C'est ce qu'on voit quand on accompagne dans les différents milieux, des façons de faire qui ressortent et qui semblent vraiment bien fonctionner. Donc, on a pris le temps de les lister, même si on les a nommés dans l'histoire. Donc, de laisser place à l'imprévu.
Ça, c'est vraiment une pratique gagnante. Donc, vous pouvez quand même avoir des situations d'apprentissage construites, là, mais quand il y a de l'imprévu qui arrive, là, d'être capable de l'attraper, là, ça donne des merveilles. De toute façon, je précise que s'adapter nous rend plus heureux, hein, si on fait un lien avec ce matin. Ceux qui étaient Puis souvent, là. je remarque que les enseignants qui font en pédagogie plein air, c'est des enseignants inspirants et heureux. On le sent, il y a quelque chose qui se passe. Fait que moi, j'adore mon travail parce que c'est toutes des lumières que je rencontre au quotidien. Fait que j'imagine que vous faites partie de celle-là. Et voilà. Sinon, c'est de rester authentique. Hein? Jean-Philippe aussi le disait, là, il y a plein de façons de faire de la pédagogie en plein air. Tu trouves celle qui te convient, puis c'est pas grave si c'est différent de ta collègue. Pensez à du matériel flexible, donc de ne pas se laisser alourdir parce qu'on a besoin absolument d'une classe extérieure ou quoi que ce soit, donc d'aller voyager léger, de bien s'entourer, si on l'a beaucoup dit. Puis on a osé aussi écrire, sortir fréquemment. J'aime ça parce que Jean-Philippe aussi, tu l'as dit un peu. Parce que oui, ça va vous aider pour la gestion de classe, puis ça va développer beaucoup le savoir agir des élèves en plein air. Je sais qu'il reste à peu près 5 minutes. Comme notre conclusion. J'avais vraiment... je voudrais 3. Okay, c'est notre conclusion. Je sais, c'est notre conclusion, mais on avait des paroles d'enseignants inspirants, mais en fait, j'avais comme... Vous pouvez les lire. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'enseigner dehors, c'est aussi plein de petites aventures qui se passent avec nos élèves. Il y a quelque chose de différent qui se passe dehors. Puis on fait aussi, oui, des apprentissages concrets, mais on travaille beaucoup les apprentissages socio-émotionnels aussi en allant dehors et on apprend à vivre ensemble. Puis il y a quelque chose qui se fait au niveau du sentiment d'appartenance. Puis ça, je le vois pas, je le vois en classe, mais j'y ai multiplié fois 1000 dehors. Donc voilà, ça pourrait compléter notre présentation. Merci. Jean-Philippe, tu peux revenir. Tu veux-tu que je revienne? Non. Tu veux-tu que je revienne? Non, je reviens. Ah, OK. Oui, peut-être juste en conclusion, je trouve ça vraiment important que vous ayez été ici aujourd'hui parce que, à Laval, je pense qu'on voit un beau modèle qu'on voit très rarement, c'est qu'il y a un travail qui se fait qui n'est pas en silo. Donc, moi, je vous encourage vraiment vivement, peut-être à retourner chacun dans vos milieux. Puis, il ne faut pas, on l'a dit tantôt, Marc-Claude, tu le disais, je ne rencontre pas tout le monde ensemble, parce que je ne veux pas qu'elles se comparent. Sinon, ça peut être vraiment paralysant. Mais je pense qu'il ne faut pas se comparer pas tout de suite, en tout cas, trop à Laval, parce que je pense qu'ils ont un modèle vraiment là, qui est exemplaire. Puis qui, toujours perfectible, j'imagine, oui. mais quand même, là, par rapport à ce qu'on voit, mais essayez de voir quel serait peut-être le prochain geste que vous pourriez faire pour essayer juste d'aller allumer quelque chose, parce qu'on travaille tellement trop souvent en silo, et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment fantastique dans ce que vous faites. Faites juste essayer d'appeler la santé publique, poser des questions, mais vraiment, faites un pas et... dans la même perspective qu'avec le plein air, en fait. Ce qui est beau du plein air, ce qui peut être un enjeu pour certaines personnes qui veulent répéter chaque jour, puis pas trop se casser la tête, mais le plein air, vraiment, si on aime créer, oser, développer, ce qui est beau, c'est que par rapport à la classe, elle est souvent transférable un peu partout au Québec. Elle peut être à peu près pareille, mais le plein air, c'est toujours différent. Donc, on ne peut pas complètement se comparer aux autres. Il y a peut-être des principes généraux, mais après, il y aura toujours quelque chose à créer, à faire qui sera à votre couleur, qu'on change d'école, même dans le même centre de service scolaire. Et si vous aimez vous adapter, créer, puis être heureux, c'est ça que tu dis? Être heureux, c'est ça que ça fait. c'est probablement une des clés. Donc, merci. Oui, je voulais juste vous remercier devant tout le monde pour être là, parce que, oui, il y a de la recherche et tout, mais vous avez un savoir pratique qui est vraiment colossal, puis vous êtes un modèle. Donc, j'espère que vous recevrez quelques petits courriels pour la présentation. Écrivez-nous, ça fait toujours plaisir. Merci. Alors, merci pour ce grand bol d'air que vous nous avez amené. C'est la période de questions. Donc, il n'y a pas de questions en ligne, je crois? Pas de questions en ligne. Est-ce que vous pouvez aller au micro, poser votre question? OK, go. C'est pour en ligne, oui. Oui, ça fonctionne. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci. C'était très, très intéressant. Moi, je suis conseillère pédagogique en formation professionnelle et je me demandais si c'est un secteur qui avait été approché ou si vous connaissez des endroits où ils ont fait des expériences en formation professionnelle. Merci.
De mon côté, non. De ton côté, non. De mon côté, on a des conseillers PP en formation professionnelle. Ça fait partie de notre offre de service, mais on dirait que c'est peut-être un peu plus complexe à mettre en place compte tenu du contexte d'apprentissage puis de la façon dont ça se déploie, mais on l'offre quand même. Mais au niveau secondaire, on reste avec quand même des enjeux d'accessibilité. C'est pas facile, mais c'est dans notre visée. Oui, mais on ne l'a pas expérimenté comme tel encore, mais on le prône, par exemple. Moi, je serais curieuse, vous, en tant que conseillère pédagogique, est-ce que vous avez des idées de liens qui pourraient être faits de ponts en pédagogie? Oui. Oui. Merci. Bonjour tout le monde, ça va bien? En ébénisterie, assurément, entre autres pour les essences de bois, découvrir les bois durs, les bois mous, tout ça, ça pourrait être intéressant, quoiqu'il n'y a pas tout dans un boisé, mais rapidement, là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Aussi en infographie, ils le font déjà. Par contre, c'est pour de la photo, des choses comme ça. Fait que c'est pas tant juste relié à la découverte de la nature, mais c'est des activités extérieures. Donc, ça pourrait être, par exemple. Tout à fait. Merci. Je l'ai comme surpris. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Alors, on me dit qu'Ariane Giguère en ligne a une question. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Ariane Giguère, vous avez une question? Alors, on souhaite qu'on parle davantage de l'enseignant qui enseigne en ouvrant à chaque jour, moins tout prévu. Alors, je lis la question. Pouvez-vous nous parler plus de l'enseignant qui enseigne en ouvrant à chaque jour, moins tout prévu? Alors, c'est de la part d'un participant, d'une participante dont le nom de famille est Giguère. Alors, si vous voulez ouvrir votre micro et peut-être préciser la question pour notre conférencier, nos conférencières. Il y a peut-être un enjeu technologique. Moi, j'ai peut-être une compréhension erronée de la question, mais j'ai l'impression que c'est dans le comment faire pour accueillir l'imprévu ou faire des situations d'apprentissage plus ouvertes. J'ai cette impression-là. Je peux commencer une réponse ou je ne sais pas si Jean-Philippe, après, tu pourras poursuivre. C'est une bonne question, là, mais c'est que souvent, quand on fait des situations d'apprentissage, on réfléchit à toutes les étapes qu'on veut que les élèves fassent, puis on a une bonne idée du résultat qu'on veut. Donc, l'approche est plutôt de poser une question assez ouverte, puis de voir jusqu'où les élèves vont aller. Si, par exemple, là, on est au printemps, il y a un enseignant qui pourrait dire moi, je vais aller faire les fractions, puis on va aller regarder combien il y a d'arbres avec des bourgeons de feuilles puis des bourgeons de fleurs. Ça, c'est une situation assez fermée. Mais si, à l'inverse, je disais à mes élèves, on va aller observer dehors des preuves que le printemps arrive. Il va peut-être me nommer les bourgeons, là, mais il va peut-être me nommer la personne qui n'a plus de manteau d'hiver, la boîte au sol, ou plein d'autres choses. Puis là, on va pouvoir aller dans vraiment plein d'autres réflexions dans notre démarche. Donc, la question, elle était très ouverte. Puis, ça se pourrait que des élèves me surprennent avec leurs réponses. Mais c'est Ariane, je crois, qui est dehors. Madame Giguère, est-ce que vous nous entendez? Non, tout est figé. Elle a l'air figée. Si tu veux compléter. Oui, peut-être aussi, selon la discipline dans laquelle vous êtes, là, je dirais qu'une des stratégies que je trouve vraiment intéressante, parce que ça revient un peu avec les consignes de sécurité, je trouve que souvent, on veut tout porter sur soi, les décisions, alors que je pense que c'est important des fois de partager là, vraiment des responsabilités avec les élèves, donc quelque chose qui peut être fait facilement. Quand on veut explorer un milieu, une nouvelle thématique, bien, on dit aux élèves qu'on va faire je ne sais pas, un rallye d'exploration autour de telle thématique, etc. Et si on se dit, bon, on fait un rallye mathématique, puis il faut essayer de trouver le plus de manifestations de tel ou tel élément, ça se transpose dans toutes les disciplines, bien, au lieu d'être tout seul à vous dire dans vos petits moments, puis vous dire, il faut que je planifie quelque chose, puis là, vous êtes un peu stressé parce que c'est là qu'il faut que ça se passe, bien, vous avez 15, 20, 30 paires de yeux, des cerveaux différents qui vont appréhender ce milieu-là d'une façon différente.
qui vont vous transmettre plein d'informations et peut-être que l'année prochaine ou la semaine d'après, bien, vous n'allez pas refaire la même activité, mais ces jeunes-là vous ont donné plein d'idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc, il ne faut pas se dire la première fois que je fais quelque chose, ça va être toujours ça, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir-là. On peut aller se balader, une thématique qui est super appréciée des jeunes, les champignons. Donc, les champignons, je ne sais pas pourquoi, là, les jeunes aiment beaucoup ça. En ville, les lichens. Les lichens, des fois, là, ça peut susciter des passions, alors que pour nous, on se dit, ah oui, donc parfois, ça va être des éléments qui vont être initiateurs, puis là, on peut faire de la lecture, amener des guides d'identification, construire autour de thématiques, mais n'ayez pas peur de faire une sortie d'exploration en lien avec une thématique, puis vous allez avoir avec les jeunes là, plein d'idées aussi, puis vous ne porterez pas cette responsabilité-là seul. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je suis enseignante au préscolaire 5 ans. J'allais déjà dehors là, depuis plusieurs années, mais je me suis comme obligée avec le nouveau programme. Au début, je dirais obligée à y aller à tous les jours et finalement, on y prend goût et tout ça. Mais Madame Vanier, je me demandais, là, en tant que direction de la santé publique, est-ce que ça va faire des petits pour aller dans d'autres directions de la santé publique? Moi, je suis dans la Naudière-Nord. La Naudière-Nord? Bon, vous n'êtes pas loin. Vous êtes pas loin. Oui. En fait, et juste de venir démystifier un peu parce que on se fait dire souvent là, tu sais, la peur d'avoir peur, le danger de ci, il faut faire attention si tu fais ci, la peur qu'il se casse un petit bras, la peur, c'est lourd tout ça. Donc des fois je me dis de venir ça fait partie de notre mission aussi de sensibiliser les milieux sur la prise de risque, la saine gestion des risques et tout ça. En fait, on a été approché par la santé publique des Laurentides qui est en train déjà de commencer à développer quelque chose avec ses partenaires locaux, avec ses centres de services. Je connais chaque santé publique déploie à sa façon un peu les offres d'accompagnement. Nous, on est assez particulier puisqu'on est sur le terrain. Par contre, je crois que ça va faire des petits, cette histoire-là. Je vous invite à communiquer peut-être avec votre santé publique. Des fois, il y a même des comités locaux qui sont là pour favoriser les saines habitudes de vie des citoyens. Donc, des fois, on peut passer par cette porte-là, avoir des demandes de subventions. Et est-ce que je peux donner votre nom comme référence? Oui! Oui. Ben, on est là. Je les ai amenés justement pour ça, pour que l'idée se transmette dans d'autres régions. Oui. Merci. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Jean-Philippe. Oui. Je m'excuse, je vais faire... vous pouvez rester là. Je m'excuse, je vais fermer vos yeux, regarder ailleurs un instant. Merci. Donc, tantôt, je voulais juste vous parler rapidement. Donc, je vais y aller tout vite, mais il y a une chaire de recherche qui existe depuis l'année dernière qui est fort agréablement financée par le ministère de l'Éducation. Donc, je vous dis ça parce que le ministère de l'Éducation y croit. J'étais d'ailleurs... Hier, justement, j'offrais une formation à 60 personnes là, du ministère de l'Éducation. Donc, de plus en plus, ça se parle, pas juste dans les milieux, mais aussi au niveau des hautes instances. On a une chaire de recherche donc, dont l'objectif est de faire progresser les connaissances et les pratiques dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage en plein air, en contexte scolaire. Je ne vais pas aller sur tous les détails, mais je vais vous parler juste rapidement de 3 projets en synthèse là, qui s'en viennent parce que vous pourriez être appelé à participer à ces projets-là. Donc, évidemment, on ne fait pas de la recherche juste pour qu'elle s'en aille dans des articles scientifiques qui ne sont pas vulgarisés. On veut faire aussi de la recherche transformative pour les milieux. Et à partir de l'année prochaine, on va avoir une communauté de pratique. On commence les recrutements où on veut comprendre comment les personnes actrices du milieu scolaire implantent l'éducation en plein air. Donc, on veut recruter des personnes enseignantes au préscolaire, primaire, secondaire, des directions, des personnes conseillères pédagogiques. On veut essayer d'avoir des gens peut-être en santé publique aussi. Et en fait, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que si jamais vous avez un intérêt, on va avoir une belle programmation de 5 rencontres, 2 fois en présentiel. On cherche des gens qui ont une expertise pratique locale de l'implantation. Donc, si vous dites, moi, j'ai quand même participé ou je connais une direction qui nous a beaucoup appuyé, qui a une expérience, ça ne veut pas dire 10-15 ans, mais si dans le doute, écrivez-nous à CREPA, le site de la chaire, CREPA, à sherbrooke.ca. Sinon, faites juste trouver mon nom sur Internet, Université de Sherbrooke, ça va sortir facilement. Sinon, le deuxième projet que je veux vous mentionner, c'est à partir de l'année prochaine, on va avoir une première année pilote, mais on va partir une base de données sur les pratiques en plein air qui se veut longitudinale. Donc ça s'adresse vraiment à toutes les personnes enseignantes. On veut décrire, expliquer les trajectoires des pratiques d'enseignement en plein air au regard des individus, des contextes, des intentions pédagogiques. Donc ça va nous prendre vraiment beaucoup de personnes participantes
pour ce projet-là, qui vont accepter de remplir des questionnaires après année. On va avoir évidemment là, des compensations pour les personnes participantes, mais le but, c'est vraiment d'avoir du longitudinal, ce qu'on n'a pratiquement jamais en éducation, en enseignement, apprentissage, en psycho. Oui, on le voit, mais dans le domaine des pratiques enseignantes, on voit vraiment pas beaucoup ça, même ailleurs dans le monde. Donc là, on le veut pour le plein air chez nous. Et je termine avec ça, mais pour l'année scolaire 2024-25, donc on se donne toute l'année prochaine pour travailler là-dessus. On prépare aussi un guide pratique qui va être destiné aux équipes écoles globalement à travers le Québec, qui va être publié en français et en anglais. On a différents partenaires avec qui on travaille là-dessus. Vous en faites partie aussi. Donc, tout ça encore, ce sont des initiatives qui sont financées par le ministère de l'Éducation. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter le site là, de la chaire de recherche. Dans le bas à droite, il y a abonnez-vous à notre infolette. Donc, on ne vend rien. On envoie 3-4 infolettes où on vous donne des éléments de transfert de connaissances, des opportunités de participer à des projets. Mais vraiment, c'est notre chaire, c'est votre chaire au Québec. Puis, il y en a vraiment très peu. Là, je ne veux pas dire que c'est la seule, mais on n'a pas trouvé de modèle équivalent, même en Amérique du Nord, dans le monde. Donc, on est très chanceux de l'avoir, puis au Canada aussi. Donc, voilà. Puis, si jamais vous ne la connaissez pas aussi, il y a un livre qui a été adapté tout récemment là, de La Chenelière. J'ai des petits carton si jamais vous voulez, mais ça vient tout juste de paraître. J'en ai fait l'adaptation de l'anglais. Mais il y a de plus en plus de ressources et j'espère, dans tous les cas, qu'on aura la chance de se recôtoyer dans d'autres contextes. Mais dans le doute, écrivez-moi là, un courriel à Jean-Philippe Ayotte-Baudet, vous allez trouver. Écrivez aussi à Marie-Claude Vanier. Elle part en tournée régionale l'année prochaine. Elle va toutes vous voir si vous en avez besoin. Et vous pouvez appeler n'importe quand aussi Amélie, tant que vous ne lui parlez pas de poubelle. Puis de... Ah non. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Merci.